Bonsoir à tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Union des Français de l'étranger et de Zaptax pour cette conférence. Alors, avant d'introduire le sujet et de vous présenter notre intervenante de ce soir, je vais vous poser une question indiscrète. La première, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Alors, vous avez un petit chat sur le côté normalement et vous pouvez me répondre en me disant effectivement si vous m'entendez ou pas. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, oui, Virginie, bonsoir Virginie. Catherine, vous m'entendez? Karine, vous m'entendez? Bonsoir Karine, bonsoir Véronique, très bien. Voilà, très bien. C'est AM, donc bonsoir CAM. Tim, tip top. Bonsoir Tim. Bon, très bien. Donc déjà, techniquement, vous m'entendez? Cela dit, ceux qui ne m'entendent pas ne peuvent pas répondre parfaitement. Alors, donc vous êtes ce soir connectés pour suivre une conférence donc sur le thème de marcher jusqu'au bout du monde. Alors, je ne suis pas Linda Bortoletto, vous l'aurez remarqué, même si j'aimerais lui ressembler, en tout cas avoir son audace et son courage, mais hélas, je ne suis que le délégué général de l'Union des Français de l'étranger. Nul n'est parfait et j'ai la lourde tâche ce soir voilà, de présenter Linda Bortoletto et d'introduire cette conférence. Alors, avant de peut-être de rentrer dans le vif du sujet, normalement, vous êtes tous des Français de Suisse, mais par curiosité, j'aimerais savoir de quelle ville, depuis quelle ville vous nous suivez, si vous pouviez me mettre, voilà, c'est juste de la curiosité. Alors, Bâle, bonsoir Catherine de Bâle, Lausanne, Zurich, Genève, Neuchâtel, Morges, Charmoisville, Nyon. D'accord. Donc oui, donc plusieurs villes de Suisse, des villes que je connaissais pas toutes d'ailleurs. Alors, je vous dis, avant de donner la parole à Linda, je vous présente brièvement, je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà l'UFE, mais je fais un petit rappel. Donc, l'Union des Français de l'étranger est une institution créée en 1927, reconnue d'utilité publique, apolitique, et l'Union des Français de l'étranger, en fait, a deux missions. La première, c'est de défendre les intérêts des Français de l'étranger. En l'occurrence, si les Français de l'étranger, si vous pouvez voter, c'est grâce à l'Union des Français de l'étranger. Si vous avez une représentativité, donc des sénateurs, des députés et des élus consulaires, c'est grâce à l'Union des Français de l'étranger. Si certains d'entre vous sont affiliés à la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, c'est parce qu'on l'a créée. Donc ça, c'est la première mission. Et puis notre seconde mission, ça va être de vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques, que ce soit avant votre départ, quand vous vivez à l'étranger, et éventuellement quand vous rentrez. Et ça, on va le faire en fait de deux façons. On va le faire avec des représentations locales. On a 170 représentations dans le monde et en Suisse, on a 4 représentations, une à Zurich, une à Bâle et une à Lausanne. Et je salue nos présidents et nos présidentes de ces différentes représentations, donc Dominique Gubzer, Lisiane Lutz, Yann Beaufils et Linda Chevalier, qui ont co-organisé cette conférence avec nous. Et donc, ces représentations, en fait, sont à votre disposition pour voilà, vous accompagner sur vos problématiques. Et au niveau du siège, que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, nous, on va animer la communauté avec différents experts. Vous avez sûrement reçu des invitations pour des webinaires peut-être moins, on va dire, moins joyeux que celui-là sur la retraite, etc. Et on va animer la communauté donc avec des différents experts qui vont intervenir. Alors, cette conférence, en fait, pourquoi on a choisi ce thème et l'intervention de Linda Bortoletto? En fait, on a réfléchi avec notre partenaire de Zaptax et les UFE de Suisse et on voulait avant l'été, compte tenu de l'actualité qui avait été un peu lourde et de toute cette longue période de confinement, on voulait vous proposer un bol d'oxygène et on voulait vous emmener dans un voyage plein de joie et de sérénité. Et donc on a réfléchi et puis le profil de Linda Bortoletto que moi j'avais le plaisir de connaître et qui était déjà intervenu pour l'UFE, s'est présenté et en fait avec nos présidents du UFE, nos présidents des UFE locales et puis avec notre partenaire de Zaptax, eh bien, on a trouvé que c'était le profil idéal pour cette conférence. Voilà. Alors, vous pourrez
comment va se passer la conférence? Linda va parler, va vous présenter un PowerPoint. Moi, je vais disparaître, je vous rassure. Linda va parler, vous présenter en fait son parcours et puis sa dernière aventure dans les Andes. Ça va durer 25-30 minutes et ensuite vous pourrez lui poser en fait toutes les questions que vous avez envie de lui poser via le chat et donc moi je reviendrai au moment des questions pour en fait pour lire les questions et Linda y répondra. Voilà. Bah voilà, avant de donner la parole à Linda, juste je voudrais remercier Zaptax. Donc Zaptax c'est notre partenaire qui s'occupe de pour vous de récupérer en fait la TVA lorsque vous voyagez dans certains pays et notamment en France. C'est très simple, même moi j'arrive à l'utiliser, ça se fait avec une appli mobile et il y a 5 étapes très très simples. Voilà, merci à Zaptax. Zaptax, on pourra poser la question d'ailleurs à Linda Bortoletto pour savoir si elle utilise Zaptax au fin fond de la Sibérie. Voilà, je vais remercier Linda Bortoletto. Je sais pas comment qualifier Linda Bortoletto parce que c'est une aventurière, c'est un écrivain, ça a été un ancien capitaine dans l'armée, etc. Mais moi, il y a deux mots qui voilà, quand je regarde son profil, qui me viennent à l'esprit, c'est déjà l'audace. Et j'ai dit, j'aimerais avoir l'audace et le courage de Linda Bortoletto, et c'est la joie. Et donc voilà, on vous invite à un voyage plein d'audace et plein de joie. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour les questions. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Bonjour à tous et merci beaucoup à l'UFE de me donner l'opportunité de vous présenter mon parcours et mon dernier voyage. Donc, où je vais vous faire je vais vous emmener dans mon sillage au bout du monde. C'est un voyage que j'ai réalisé de novembre 2019 à mars 2020. Je suis rentrée 5 jours avant le confinement français, donc je passais des grands espaces à mon petit appartement. C'était un choc doublement brutal. Mais voilà, donc merci à tous hein, d'être présents et une fois encore à l'UFE de me donner cette opportunité de partager avec vous ma passion qui est devenue ma vie, hein, puisque j'ai fait de ma passion, de mes rêves, ma vie. Et donc, je suis, pour me qualifier brièvement, exploratrice et écrivain, et ça dure depuis 9 ans maintenant. Alors, puisque les images sont souvent beaucoup plus parlantes que les mots, je vais vous présenter une petite vidéo qui résume en 1 minute mon parcours. Linda, je me permets de vous couper, on ne nous entend plus. Pardon, oui.
Donc, je reprends. À votre tour d'oser deviner, lire sur mes lèvres, hein, puisque j'avais coupé le son pendant la vidéo. Donc là, vous m'entendez bien. Oui, alors en fait, pour revenir, donc là, vous avez vu en image ce que j'ai été et ce que je suis devenue. Je vais vous raconter ça en résumé, ce qui m'a poussée à un moment à abandonner ma carrière d'officier pour devenir exploratrice et écrivain. Et donc, ça commence quand je suis ado, j'ai un rêve qui est de devenir pilote de chasse. Et donc, je décide d'intégrer l'école des officiers de l'armée de l'air. Donc là, en fait, je suis en prépa militaire. Et au-dessus, vous voyez, voilà, le tableau en fait qui visualisait, qui me permettait de mettre en image mon rêve de devenir pilote de chasse. Et donc, il y a un concours que je réussis. Donc, à 20 ans, j'intègre l'école des officiers de l'armée de l'air de Salon de Provence. Et là, je me dis, génial, je vais pouvoir accéder à mon rêve de devenir pilote de chasse. Sauf que ce que j'avais pas mesuré à cette époque, c'est qu'en plus de la sélection académique, il y a une sélection physique et en fait, il y a 2 jours de tests médicaux. Et là, tout passe sauf le dos, en fait. On me détecte une scoliose, en fait. J'ai un dos qui est tordu à 25 degrés. Et donc, je suis déclarée inapte au siège éjectable. Et les médecins militaires étant ce qu'ils sont et ne prenant donc pas de risque, ils me déclarent inapte au pilotage d'avions de transport et inapte au pilotage d'hélicoptères. Donc, en gros, 20 ans, mon rêve s'envole et moi, je me retrouve clouée au sol. Et ça a été dur d'encaisser tout ça, surtout après avoir autant travaillé, m'être autant entraînée pour intégrer l'école des officiers de l'armée de l'air. Mais finalement, cette épreuve, ce premier échec que j'ai vécu, parce que je l'ai vraiment pris comme un échec, même si c'était indépendant de ma volonté, ça m'a permis d'apprendre mon premier enseignement que je vais toujours appliquer face à l'épreuve, face à l'échec, et celui-ci. C'est pour ça que j'ai appelé l'enseignement numéro 0, qui est accepter. Accepter l'échec, accepter un obstacle qu'on peut pas franchir pour différentes raisons, accepter la fatalité d'une certaine manière et apprendre à regarder au-delà. Et donc, quand je suis à l'école de l'air et que je me rends compte que je peux pas devenir pilote et que les autres métiers de l'armée de l'air ne m'intéressent pas, là, je me dis, qu'est-ce qui va pouvoir répondre à mon besoin d'action, d'aventure, parce qu'à la base, c'est ce qui me guide, ce besoin de terrain, ce besoin, voilà, de vivre, de ressentir de l'adrénaline. Et donc, la possibilité qui m'est offerte, c'est de rejoindre la gendarmerie. Donc, je bascule à l'école des officiers de la gendarmerie. J'ai 24 ans, je me retrouve affectée au nord de la France, à Roubaix, chez les ch'tis. Donc, je commande 150 gendarmes. Et là, donc voilà, 4 ans de poste de responsabilité, 7 ans d'unité. J'ai l'action que je veux, sauf que je rêve déjà de voyage. C'est-à-dire que c'était bien, j'avais les responsabilités, mais je rêvais encore plus. Et donc là, je demande plein de postes en lien avec l'international, vous savez, des postes en ambassade, des choses comme ça. Et comme on dit dans l'armée, on ne choisit pas sa mutation, mais on est choisi par sa mutation. Et moi qui rêve d'aventure, eh bien, je me retrouve au ministère des Finances à Bercy, donc à Paris. Et donc là, 3 ans de bureau, 3 ans administratifs, où mes rêves d'action, d'aventure et mes rêves de liberté, se sont complètement évaporés. Et en fait, le déclic que j'ai eu, qui a fait qu'à un moment, j'ai pu faire preuve d'audace, en fait, et je pense que c'est une capacité qu'on a tous, sauf qu'à un moment, il faut vraiment être poussé à faire preuve d'audace. Et moi, le déclic que j'ai eu, où justement j'étais face à ce noir, à ce vide dans ma vie, il est symbolisé par la mort de mon père. J'ai 28 ans, je suis cette carrière, j'ai tout ce qui est socialement grande réussite, tout ce que attends, non, c'est pas encore là la vidéo, c'est après. Là, c'est pour matérialiser le vide. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, et sauf que quand mon père meurt, je suis confrontée donc à sa mort, à la souffrance, mais en même temps, je suis confrontée à la vie. Et je suis confrontée au fait que la vie, c'est qu'un instant, que la vie est précieuse et que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et là, je me demande, mais je regarde ma vie et je me rends compte que finalement, la vie que je mène, c'est la vie d'une autre. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et de pas vivre une vie qui me correspondait. Et c'est à partir de là où je reviens à mes premiers rêves,
Donc des rêves d'action, des rêves d'aventure, comme je vous l'ai dit, des rêves qui m'ont poussée vers l'armée, sauf que bon bah la carrière étant ce qu'elle est, je me suis retrouvée à un endroit qui correspondait pas du tout à ce que j'étais. Bah, je reviens à ces rêves d'aventure et je me dis bah puisque le système dans lequel j'étais engagée, ce cadre ne m'offre pas ce que je veux, ben je vais créer mon propre métier, je vais devenir exploratrice. Et c'est à partir de là, donc j'ai 30 ans, où je me lance. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus de 8 ans. C'est quasiment, on est le 18 juin 2020, donc c'était le 18 juin 2011, donc il y a 9 ans précisément. Je pose ma démission et je m'envole pour mon tout premier voyage. Et donc là, je vous ai mis la carte des endroits où j'ai visité depuis ces 9 dernières années. Donc première aventure donc, que je vais pas vous détailler puisque je vais vous parler de ma dernière, mais pour vous dire là où je suis allée, donc je me suis rendue à l'extrême orient de la Sibérie, au Kamtchatka. Donc c'est cette petite péninsule qui est grande comme 3 fois la France. Vous avez plus de chances de croiser un ours ou un loup qu'un homme. Et donc j'ai vécu avec des nomades éleveurs de rennes pendant 6 mois, 3 mois été, 3 mois l'hiver. Ensuite, je suis partie en Alaska. Pendant 3 mois, j'ai traversé l'Alaska à vélo à l'aube de l'hiver où j'ai rencontré d'autres peuples, d'autres cultures, de traditions chamaniques pour la plupart. Ensuite, j'ai été appelée à me rendre dans la zone bouddhiste de l'Inde, donc l'Inde que vous avez ici. Donc, je suis allée au nord de l'Inde, dans l'Himalaya, où j'ai vécu pendant 1 an au total avec des nonnes bouddhistes, où je me suis intéressée au bouddhisme, où j'ai appris la méditation. Et en fait, pour en savoir plus, après, je me suis rendue au Tibet, où j'ai approfondi ma connaissance du bouddhisme, de la méditation. Et enfin, en fait, ça c'était toute une période qui a duré pendant un an et demi. Donc, j'ai décidé d'explorer le Moyen-Orient, Israël, la Palestine et très récemment, puisque c'était l'été dernier, la Turquie. Et donc la Turquie, en fait, ça va me permettre de faire ma transition. Alors, entre-temps, enfin, je voulais juste vous dire que, en plus d'être exploratrice, je suis devenue écrivain. Donc tous les voyages que je viens de vous exposer et cette audace dont on doit faire preuve aujourd'hui si on veut justement entreprendre tel que nous sommes, et ben voilà, tout ça je l'ai écrit dans des livres qui sont les 3 livres qui sont présentés là et que vous pouvez trouver en librairie. Bon d'ailleurs le dernier livre qui est ma traversée d'Israël à pied est chez Payot et je sais que Payot est originaire de Suisse. Et donc ouais, je voulais vous dire voilà pour en venir à proprement parler au voyage dans les Andes jusqu'au bout du monde, cette marche jusqu'au bout du monde que j'ai faite. C'est pas une marche comme les autres, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis pas partie en me disant tiens, j'ai envie de marcher en Patagonie, jusqu'en Patagonie. C'est une marche qui a été déclenchée par un événement qui s'est passé lors de mon dernier voyage en Turquie, donc l'été dernier, où en gros, je marchais dans ce pays, ce que je voulais découvrir, le soufisme, qui est la mystique de l'islam, la religion de l'amour incarnée par Rumi. Et en fait, j'étais victime pendant cette marche d'une agression extrêmement grave où quelqu'un a tenté de me tuer et de me violer. Et donc, j'ai été rapatriée en France. J'ai eu un suivi psychologique pour le post-traumatisme. Et en fait, j'ai senti mon corps qui m'appelait à continuer de marcher pour réparer en fait ce qui a été brisé, pour réparer la confiance en fait que j'avais perdue suite à cette agression, pour renouer avec mon intuition et puis pour me guérir tout simplement. Donc c'est vraiment la marche que je vais vous raconter en fait, c'est beaucoup plus qu'une marche, c'est une marche reconstruction, c'est une marche guérison qui m'a permis en fait de me guérir, de me réparer de ce traumatisme très violent que j'ai vécu en Turquie. Donc en fait, une fois encore, comme les images sont beaucoup plus parlantes que les mots, je vais vous passer une petite vidéo qui vous résume le voyage dans les Andes que j'ai réalisé il y a quelques mois.
Donc voilà cette grande marche. Alors vous avez vu la cordillère des Andes, donc majoritairement j'étais côté chilien, je vais vous montrer tout ça. L'immensité, la nature à l'état pur, la diversité aussi, c'est une région incroyable. Et moi, comme je vous ai dit, ça fait 9 ans que je voyage, où je suis allée, voilà, également dans de grandes immensités comme la Sibérie ou l'Himalaya, mais j'ai jamais connu de paysages aussi extraordinaires que ceux que j'ai pu voir dans cette région du monde. Donc voilà, je ne fais pas de pub pour le Chili ou l'Argentine, mais je vous invite fortement à y aller parce que c'est quand les frontières se rouvriront, évidemment, que c'est à couper le souffle. Et finalement, c'est là où j'ai retrouvé mon souffle, hein, puisque comme je vous ai dit, et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le souffle des Andes, en fait, j'ai failli perdre mon souffle en Turquie, hein, puisque lors de mon agression, en fait, la personne m'a étranglée, donc il a voulu m'enlever mon souffle, et c'est ce souffle que les Andes, que la nature fabuleuse de la cordillère des Andes m'a offert. Donc en fait, cette marche, concrètement, voilà, 3 mois de marche. Je suis partie début novembre 2019, je suis rentrée début mars 2020. J'ai marché à peu près 1600 kilomètres. J'ai suivi un chemin qui s'appelle, comme je l'ai mentionné ici, le Greater Patagonian Trail. Donc le chemin de la plus grande Patagonie, parce qu'en fait, la Patagonie, on a l'impression que c'est que les glaciers du sud du Chili et de l'Argentine, mais en fait, la Patagonie, elle s'étend de façon beaucoup plus large. Vous avez les forêts au nord, et si vous remontez, en fait, et c'est là où j'ai commencé, vous avez les volcans. Et c'est pour ça que la personne qui a créé ce chemin, qui est un Allemand, c'est un chemin qui est très récent, il a 3-4 ans de création. Donc toutes les informations sont disponibles sur Internet, accessibles gratuitement, en partage. Et cet Allemand, en fait, est passionné de Patagonie il va depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Et il a collecté tout un ensemble de données, de tracés GPS. Donc, en fait, comme j'ai marqué ici, qui forme un réseau de 16 000 kilomètres de chemin. Et en fait, c'est un tracé principal que vous pouvez suivre, donc que j'ai suivi, qui fait 3000 kilomètres. Mais vu les conditions, en fait, en gros, j'ai fait 3 mois, 1600 kilomètres de marche, plus de 100 000 mètres de dénivelé positif. C'est un chemin qui est extrêmement dur. Donc en fait, on est loin, on peut pas faire 30 ou 40 kilomètres par jour, c'est impossible. Il y a des fois, on est bloqué par la pluie. Vous allez voir les rivières, donc on est obligé d'attendre. Donc en fait, si vous voulez entreprendre ce chemin de 3000 kilomètres, en général, ça se fait en 2 saisons. En fait, la saison pour parcourir la Patagonie est très courte, hein. On y va pendant ce qu'on appelle l'été austral. Et l'été austral, il commence en novembre et se termine à peu près fin avril. Donc en fait, c'est un chemin de randonnée qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que contrairement aux chemins de grande randonnée qu'on peut connaître, comme par exemple le chemin de Compostelle, tous les GR qui sont balisés en rouge et blanc en France, ce chemin n'est absolument pas balisé en fait. C'est un chemin qui est extrêmement sauvage où il est nécessaire d'avoir un GPS pour s'orienter. Vous suivez les chemins d'animaux, les chemins qui sont tracés par les arriéros. Les arriéros, c'est un peu les cow-boys de Patagonie, du Chili, d'Argentine, qui gardent des troupeaux. Et donc avec leurs chevaux, en fait, ils tracent des tout petits sentiers. Des fois, en fait, on se retrouve en pleine forêt, il n'y a plus de chemin du tout. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un chemin de randonnée qui n'en est pas un. Et c'est un chemin où il faut se lancer uniquement si vous avez déjà une grande expérience de la randonnée. Donc en fait, où se situe ce chemin? Donc en fait, vous voyez, là vous avez Santiago, donc le Chili, la petite bande du Chili qui est là. Santiago, la capitale du Chili. Donc le Greater Patagonia Trail, le GPT, commence au sud de Santiago et se termine. Donc là, vous avez vraiment la Patagonie qu'on a en tête, donc dans la région des glaciers. Et donc en tout, comme je vous l'ai dit, entre le début et la fin du chemin, il y a à peu près 3000 kilomètres si vous voulez suivre le tracé principal. Donc en fait, pour partir très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos quand on part pour une marche qui va durer plusieurs mois et d'autant plus quand on est seul? Ouais, les affaires en fait que j'avais prises. Donc vous avez mon sac qui me suit depuis plusieurs années. C'est un sac qui fait 55 litres hein, pour ceux qui connaissent tout ça. Donc en gros une tente, un matelas de sol, un sac de couchage et en gros ce que vous avez là, c'est mes vêtements. Ça se réduit au minimum, un pantalon, deux t-shirts. Enfin c'est vraiment le minimum.
voilà, des tongs pour le soir se détendre. Et puis voilà, ça c'est filtre à eau, trousse à pharmacie. Et finalement, ce qui m'a pris le plus de place, c'est le matériel électronique. Parce que vous avez un GPS, vous avez des batteries de secours. J'avais une balise si jamais il m'arrivait quelque chose. C'est extrêmement sauvage. Puis en plus, j'avais appareil photo et le mini drone. Donc toutes les images que vous avez vues, c'est auto-filmé. Donc tout ça pèse lourd. Donc en tout, concrètement, sans la nourriture ni l'eau, j'avais un sac qui pesait à peu près entre 11 et 12 kilos. Et donc en rajoutant la nourriture et l'eau, des fois je pouvais être à peu près à 18 kilos de portage. Alors sachant que l'eau, comme je vais vous le montrer, enfin il y en a énormément au Chili, j'avais très peu d'eau, mais des fois je marchais en autonomie totale, donc sans avoir de village pour acheter la nourriture, donc jusque 6 jours d'autonomie de nourriture. Donc là en fait ça fait à peu près 6 ou 7 kilos de nourriture. Donc voilà la première partie que j'ai intitulée La libération par les volcans. Donc je vais passer assez vite parce que je vois l'heure qui tourne et je vais vous laisser le temps de poser les questions. Donc il y a 3 parties à ce voyage. Comme je vous ai dit, c'est un voyage reconstruction, un voyage voilà libération et ça a été la première étape, les volcans qui se libèrent de l'énergie de la terre et moi ce que ça m'a apporté, ça m'a permis de me libérer de ma colère, de me libérer de ma haine par rapport à l'agression que j'avais connue en Turquie. Et je me suis retrouvée dans des paysages totalement lunaires, très arides. Donc là, en fait, j'étais au sommet d'un volcan où finalement vous avez la neige qui se côtoie, donc là, c'est pas du sable que vous voyez au sol, mais c'est des cendres. Donc en fait, déjà, c'est terrible pour marcher parce que vous faites 3 pas en avant et 2 pas en arrière, vous vous enfoncez. Il y avait un soleil extrêmement fort que j'ai sous-estimé et dès les premiers jours de mars, j'étais totalement cramée parce que d'habitude je ne crains pas le soleil donc j'avais pas pris de crème solaire, dommage pour moi, j'étais bicolore quoi, je pelais du visage. Et donc vous avez ces glaces au sommet des volcans qui côtoient le feu. Où là vous allez voir, vous avez des fumerolles donc de soufre, hein, ces fumées de soufre qui sortent de la terre. Et donc là, ça a été vraiment une approche très puissante. Donc là, j'étais au sud de Santiago, au Chili, de la terre, de cette terre en mouvement, parce qu'en fait, le Chili se situe à cheval sur 2 plaques tectoniques et vous avez plus de 2000 volcans ne serait-ce que sur la surface du pays du Chili. Et en fait, ce que j'ai découvert, en fait, c'est à quel point c'était une terre des extrêmes. Comme je vous ai dit, vous avez les glaces qui côtoient le feu. Donc en fait, là, vous voyez sur cette photo-là où voilà, j'étais en train de cramer au soleil et la nuit, j'avais moins 10 degrés et j'étais obligée de me couvrir et j'avais même plus d'eau parce que il y avait une petite rivière qui passait et pendant la nuit, l'eau, elle avait gelé. J'étais obligée de casser la glace le matin pour pouvoir me faire de la nourriture. Et justement, en parlant de l'eau, et ça c'est une des caractéristiques de cette région, Chili et Argentine, ce que je dis souvent, c'est que ce que j'ai trouvé là-bas, c'est les 2 richesses d'aujourd'hui, c'est l'espace et l'eau douce. Et ça, vous avez de l'espace et l'eau douce en abondance au Chili, en Patagonie, et c'est juste vertigineux. Donc là, l'eau, soit je la trouvais dans des rivières donc là qui sont au milieu de paysages totalement arides, ou soit là vous allez voir, c'était au crépuscule, donc un crépuscule enivrant où tous les nuages se sont parés de ce rose et là vous avez un grand lac, un volcan au fond et donc là j'allais directement me servir en eau. Et puis dans leur générosité, donc souvent la plupart du temps, les 90% du temps, je dormais sous ma tente. Et sinon, en fait, il y a des cabanes. Je vous ai parlé des arrieros tout à l'heure, qui sont qui sont les un peu les cow-boys du Chili. Et donc il y a des cabanes, enfin pas abandonnées, mais des cabanes qui sont à disposition dans la nature, dans les montagnes, qui sont ouvertes ou qui nous permettent en fait de dormir sous un toit. Ce qui change beaucoup de choses hein, quand on dort sous sa tente et qu'on a l'humidité, voire la pluie. On est content on retrouve le luxe à quel point le fait d'avoir un toit est un grand luxe dont on perd la conscience dans le confort du quotidien. Et justement, la marche, en fait, c'est ce que j'aime, c'est que ça nous permet de renouer avec la simplicité, avec le silence de la nature, avec soi, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à travers la marche.
Et concrètement, là, pour aller aussi un petit peu sur le côté pragmatique, qu'est-ce que je mangeais hein, quand je partais pendant 6 jours en autonomie totale. Là, vous avez un aperçu de ce que je prenais dans mon sac. Donc, quinoa, 200 grammes de quinoa pour le soir, 200 grammes. Alors le matin, c'était du muesli, un mélange de céréales, etc. J'avais des barres, là vous avez des sachets d'oléagineux, des noisettes, des noix de pécan, donc des choses qui sont fortes en énergie, et puis du sucre, etc. quoi. Donc en gros, je vous disais, c'est à peu près, enfin pour 6 jours en fait, c'est à peu près 6-7 kilos de nourriture dans le sac avec toujours un petit, on appelle ça les happy food, un petit chocolat, une petite barre de chocolat, histoire de toujours malgré tout se faire plaisir. Donc la deuxième étape de ce voyage, donc je vous ai dit, j'ai commencé par les volcans ensuite, et on soupçonne pas ça dans la cordillère des Andes. On pense que c'est très aride. On voit les volcans, les montagnes du Nord, on voit aussi les glaciers de Patagonie, mais au milieu de tout ça, entre les volcans et les glaciers, vous avez une grande bande de la cordillère des Andes où il n'y a que de la forêt. De la forêt, de la forêt, de la forêt, des rivières évidemment, donc c'est du vert et du bleu. Et en fait, pour vous parler un petit peu de la façon dont je suis rentrée dans cette forêt, ça a commencé là, je venais de descendre d'un volcan, j'étais au bord d'une rivière de lave, je pose ma tente là, donc vous avez un volcan tout au fond, donc c'est le crépuscule, des couleurs extraordinaires comme vous pouvez le voir sur la photo, un silence absolu. Et en fait, pour moi, cet instant a compté énormément parce que je vous ai dit que j'ai découvert la méditation quand j'ai vécu avec les nonnes bouddhistes. Et la méditation, qu'est-ce que c'est en fait? C'est retrouver le silence de l'esprit, c'est s'apaiser intérieurement et aller vers le chemin de la sérénité intérieure. Et en fait, après mon agression en Turquie, ça a été très compliqué parce que toutes les images qui me venaient en tête quand j'essayais de méditer, c'était des images ultra violentes de ce que j'avais vécu. Et euh, alors attendez. Et en fait, à cet instant où je suis au seuil de la forêt, en fait, c'est là où finalement, donc là j'avais fait déjà à peu près 600 kilomètres de marche, grâce à la marche, en fait, j'ai pu retrouver la sérénité en moi. Et ça, c'était vraiment le symbole fort de ce voyage, c'est que à un moment donné, bien sûr, j'ai été suivie par un psychologue, un psychiatre pour le post-traumatisme, mais finalement, qu'est-ce qui a permis de me réparer? De recoudre ce qui avait été décousu, eh bien c'est la marche et c'est cette nature. La nature, c'est l'abondance, c'est la sérénité, c'est le silence. Se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter avec soi. Et c'est le plus beau message que les Andes ont pu me transmettre. Donc j'avance en fait pour terminer là sur les glaciers. Donc après, alors je vous montre quand même un petit peu la forêt à quoi ça ressemble avant de passer au glacier. Donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez, il y a à peine un chemin à peine un petit passage pour se frayer entre les arbres. Et ces arbres, ils étaient très marrants parce que vous avez du lichen là qui est disposé très long et en diagonale sur les troncs, ce qu'on appelle du lichen barbu. Et en fait, donc la dernière étape de mon voyage, pour terminer et ensuite répondre aux questions, donc je l'ai intitulé la purification par l'eau. En fait, cette fluidification qui m'a été fluidifier les énergies, ça a été la dernière étape de ma reconstruction intérieure grâce à l'eau. Donc en fait, j'ai parcouru, donc là j'étais accompagnée d'un Chilien qui a accepté avec son petit bateau de fortune, une sorte de raft. On a descendu plus de 100 kilomètres de rivière et en fait, au fil de l'eau, je retrouvais en fait cette fluidité en moi-même, l'énergie que j'avais perdue, qui m'avait été volée suite à mon agression en Turquie. Et puis enfin, le tout cristallisé. Et lorsque je suis arrivée à ces glaciers, donc là, je suis devant le champ de glace de Patagonie. Donc en fait, imaginez, vous avez une surface qui équivaut à peu près à un tiers de la France, qui est couverte intégralement de glace. Et ça, c'est la grandeur de la Patagonie. Vous avez l'impression à un moment que le temps s'est figé, qu'il n'y a plus que de l'espace, que le temps n'existe plus. Et là, en fait, vous avez l'intense sensation d'être,
sans vous poser de questions, vous êtes simplement. Vous êtes avec vous-même, vous êtes avec la nature et vous êtes même la nature. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis retrouvée là devant le champ de glace de Patagonie, où le temps même s'est figé dans la glace, il a été figé par le froid et où le temps s'efface. Donc voilà, alors je vous laisse, je vais répondre à vos questions là, puisqu'il est 19h40, donc ça nous laisse 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, donc je vais lire les questions. Une question de Pauline. J'ai une question. Je suis parti seul pour la première fois l'année dernière, 2 semaines, et le retour a été un peu rude. Comment faites-vous pour dealer avec le fait de porter toute l'expérience vous-même, seul? Avez-vous des conseils pour faire face à la réalité de la vie quotidienne? Merci, belle découverte que votre témoignage. Le retour est toujours un moment très compliqué parce que, comme j'ai dit, ça fait 9 ans que je voyage, donc ça fait 9 ans que je suis confrontée à ces moments intenses et de plénitude de la vie lors de mes voyages. Et puis tout d'un coup, ce rétrécissement qu'on peut ressentir au retour. Mais en fait, il faut se dire que le voyage continue à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à écrire, que j'ai commencé à donner des conférences. C'est que, comme tu le dis, en fait, Pauline, il me semble, euh, en plus, je voyage seule et du coup, tu portes ça en toi et c'est tellement énorme qu'à un moment, tu as envie de le partager. Et moi, en plus, on voit bien quand on rentre, les gens sont restés dans leur quotidien, donc il y a vraiment une fracture où nous, on a vécu des choses extraordinaires. Attendez 2 minutes. On a vécu des choses extraordinaires et puis les autres le comprennent pas trop. Et donc c'est vraiment dans le partage que moi j'ai pu réconcilier, en fait, adoucir le retour et finalement les enseignements que je retire du voyage, qui sont cette ouverture, la tolérance, le fait de se recentrer sur soi, le fait d'écouter ses émotions, son intuition, c'est des choses que je réapplique dans la vie quotidienne. Et donc finalement, j'en suis arrivée à un point que la sérénité que j'ai pendant le voyage, j'arrive à l'appliquer dans mon quotidien parce que après voilà, je suis pas riche héritière, donc il faut bien vivre, il faut que je trouve des partenaires, il faut que je trouve des contrats. En plus, je suis à mon compte, je suis freelance, donc c'est très compliqué. Mais euh, mais j'y crois en fait. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie. C'est ce qui m'a permis de construire ce que je suis aujourd'hui, exploratrice, écrivain, conférencière. Mais ce que je suis avant tout, c'est quelqu'un qui aime la vie. C'est ça qui me caractérise plus que ouais, des étiquettes sociales. Je suis quelqu'un qui aime la vie, je suis quelqu'un qui a confiance en la vie. Et pourtant, j'ai traversé des épreuves. Mais comme j'ai dit, mon enseignement zéro, c'est accepter les épreuves, accepter les obstacles, y compris s'ils nous font terriblement souffrir parce que justement, il y a quelque chose derrière cela. Et ce qu'il y a derrière cela, c'est la vie. Il y a aussi des gens qui sont là pour nous tendre la main, pour nous écouter. Et le partage, c'est ça en fait. C'est s'ouvrir à l'autre, ce qui nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes et de nous ouvrir à la vie. Merci Linda. Alors une question d'Emma, c'est incroyable. On a déjà envie de savoir quel est votre prochain voyage. Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que c'est très intuitif. Mes destinations, en fait, à un moment, tu vois, concrètement, quand je suis partie marcher dans les Andes, je me suis décidée. Enfin, en fait, je vous ai dit que je suis partie en novembre. Je suis partie début décembre. Je me suis décidée début novembre et un mois après, j'étais partie. Voilà, pour moi, c'est très très intuitif parce que je me sens appelée et c'est ce que j'appelle la voix intérieure, l'intuition. Et à un moment, il faut toujours garder une brèche dans sa vie où on va faire rentrer les surprises, certains, parce que c'est comme ça que la vie nous offre sa magie. Et sinon, plus concrètement, là, je prépare un documentaire avec une boîte de production pour Arte, mais là, ça va être, voilà, c'est un documentaire où je vais sans doute partir au Japon pour documenter des femmes prêtresses qui nous parlent de la sagesse traditionnelle. Donc, mais bon, ça, c'est un autre projet et c'est pas un voyage que je fais pour moi, mais pour transmettre à proprement parler.
Alors, il y a une question de Michel. Quelle était la longueur de vos étapes? Alors, au cours de cette marche dans les Andes, je faisais en moyenne une vingtaine de kilomètres par jour. Rarement, je crois que ça allait jusque 25 kilomètres, peut-être une fois sur, alors tout c'était 60 jours de marche, hein, si j'enlève les pauses. Une fois, j'ai dû aller jusque 28 kilomètres, mais le problème, c'est pas tant le kilométrage, c'est le dénivelé, parce que en moyenne sur une journée, bah, j'étais à 1500 mètres de dénivelé par jour, et c'est surtout l'état du terrain. Donc quand je vous parlais de la forêt tout à l'heure, bah, c'est très boueux parce que justement il y a beaucoup d'eau, donc la boue, la boue, la boue. Quand c'était les volcans, c'était la cendre, donc du coup trois pas en avant, deux pas en arrière. Et puis quand on est sur les glaciers, ben, c'est la glace. Donc en fait, c'est un terrain qui est extrêmement dur et extrêmement fatigant. Merci Linda. Alors, une question de Tom. Tu as parlé de tes différentes découvertes spirituelles, bouddhisme en Inde et Tibet, soufisme, etc. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ta pratique au long du voyage? Et où en es-tu aujourd'hui? Alors la pratique spirituelle, ça c'est un grand sujet, hein, parce que la quête spirituelle, en fait, pour moi, quand je vous ai dit que j'ai changé de vie, en fait, donc voilà, j'ai réalisé à quel point la vie était précieuse et j'ai cherché un sens à ma vie, hein, tout simplement. Hein. Et ça m'a été révélé par la mort de mon père et je me suis dit à un moment, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Et quelque part, quelle est ma mission sur Terre? Parce que je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir. Et donc en fait cette quête spirituelle, donc la quête spirituelle, ça veut dire cette quête de sens en fait, et cette quête de soi, elle m'a été révélée au fil de mes voyages. Donc j'ai découvert le chamanisme en Sibérie, le bouddhisme comme tu l'as dit en Inde, au nord de l'Inde, au Tibet, la Kabbale. Quand j'étais au Moyen-Orient, en Israël, qui est la mystique du judaïsme, le soufisme en Turquie, et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point la méditation occupait une part très importante dans ma vie. Et finalement, enfin, je peux pas tout vous détailler, mais je pense que ce qui m'a sauvée lors de mon agression en Turquie, alors bien sûr, il y a des réflexes, il y a l'instinct de survie, mais la méditation aussi a joué une part importante dans le fait que j'ai pu me recentrer sur mon intuition et me sortir des mains de mon agresseur. Et donc en fait j'ai voulu transmettre en fait, donc du coup je veux transmettre la méditation, donner des cours de méditation, enfin devenir instructeur en méditation. Et aujourd'hui je me suis tournée vers l'hindouisme pour répondre à ta question, parce que encore plus que le bouddhisme, j'y ai trouvé énormément de choses, une grande richesse avec les mantras, avec la pratique de la méditation, avec cette connexion qu'ils ont avec la nature. Et ce que n'ont pas les bouddhistes, c'est cette notion d'absolu. Ils croient en l'absolu, après on l'appelle comme on veut, l'absolu, le divin, l'univers, mais on trouve ça dans l'hindouisme et pas dans le bouddhisme. Donc aujourd'hui, je suis voilà là-dedans, mais sachant que la grande richesse, en fait, c'est d'aller à la source de ces différentes traditions spirituelles, parce qu'on se rend compte que ce sont différents chemins, mais qui mènent à la même chose, au même sommet, qui est la sérénité. Merci Linda. Alors, une question de François. Quand on voit actuellement la destruction de la planète, les changements climatiques, que pensez-vous? Bah, je dirais, je suis, ça me touche profondément, évidemment, et d'autant plus que moi, le changement climatique, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais c'est quelque chose que j'ai constaté au tout début de mes voyages, quand j'étais en Sibérie, où les Tchouktches, donc ça c'est le peuple nomade avec qui j'ai vécu, me disaient déjà, bah, il y a de moins en moins de saumons qui remontent les rivières. Ici, les lacs, ils faisaient 2 mètres de haut, et maintenant, il faisait plus que quelques centimètres, et donc c'est un grand bouleversement. Euh, Après, ce que j'ai constaté, et ça, je l'ai vu dans les Andes, il y a des chemins qui ont été tracés, donc j'avais le tracé GPS. En 2 ans, en fait, ces chemins n'existent plus, parce que la nature a repris ses droits extrêmement vite, parce qu'à un moment, l'homme a décidé de plus passer par là. Les animaux, bon bah eux, ils suivent pas les chemins, ils sont éparpillés. Et la nature reprend extrêmement vite ses droits, et en fait, on a pu le voir aussi pendant le confinement. Et donc, tout ce dont on parle, en fait, réchauffement climatique, etc., je dirais que
la tragédie, elle est par rapport à l'espèce humaine, c'est-à-dire que nous allons disparaître, on est en train de se suicider nous-mêmes, hein. On est en train de faire en sorte que des virus tels que nous l'avons connu se développent. Et puis voilà, on est en train de s'étouffer avec la pollution, etc. Mais la nature, la Terre a été là des milliards d'années avant nous, elle sera là, elle sera encore là, et elle va redévelopper la diversité que nous, humains, avons détruit. Et donc, en fait, je pense que l'inquiétude qu'on doit avoir, c'est par rapport à l'espèce humaine. Et dès lors, la question, c'est est-ce que nous, on veut se sauver? Est-ce qu'on veut sauver nos enfants ou non? Donc voilà ce que je pense. Alors, j'ai une question d'Alexis 5 ans par l'intermédiaire de sa maman Lise, qui demande si vous avez rencontré des cow-boys, enfin si tu as rencontré des cow-boys, et si oui, s'ils sont gentils, les cow-boys. Alors oui, j'ai rencontré des cow-boys qui étaient à cheval avec leur chapeau de cow-boy, hein, comme tu peux imaginer dans les films, à la télé. Et en fait, les cow-boys du Chili, et on les appelle les arriéros. Pourquoi on les appelle les arriéros? Donc tu vois, ça vient du mot arrière, parce qu'en fait, ils vivent dans l'arrière-pays. En fait, ils vivent dans des coins complètement reculés, et ils sont très gentils. Ils m'offraient à manger, ils me demandaient si tout allait bien. J'ai pu même faire entre guillemets du stop, où il y en a certains qui me proposaient de me déposer à cheval un peu plus loin parce que j'étais prise sous la pluie. Et donc voilà. Ils étaient très gentils, très attentionnés. Alors, une question de Brigitte. Que conseillez-vous comme entraînement pour préparer une marche d'un mois? Euh, alors déjà, je dirais, ça dépend quelle marche, où. Mais l'entraînement, en fait, moi, avant de partir, là, je suis partie 3 mois et c'est le voyage le plus sauvage que j'ai fait. C'était extrêmement sauvage. Après, j'ai marché dans l'Himalaya, j'ai marché en Israël, en Palestine, en Turquie. Mais au tout départ, quand j'étais encore dans ma carrière militaire, bon, déjà, moi, j'ai une base d'endurance où je fais beaucoup de courses à pied depuis toujours. Mais ce que je conseillerais, c'est de commencer par une semaine de randonnée. C'est-à-dire déjà tester le matériel, ça c'est la clé. Ne jamais partir pour une marche d'un mois sans connaître le matériel, le sac à dos, la tente. Et c'est tout bête, hein, mais même le pantalon, ce qu'il peut y avoir des frottements, les chaussures. Donc déjà partir une semaine sur un GR, un chemin de grande randonnée en France. Déjà tester si on aime ça, tester son matériel et puis voir voilà comment on se sent tout simplement. Et petit à petit, bah, passer d'une marche sur un GR qui est fréquenté, par exemple Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est très très fréquenté, donc c'est rassurant. On va dormir toutes les nuits à un endroit, enfin dans une auberge. Donc moi, je conseillerais, voilà, partir déjà pour quelques jours, une semaine, dans des endroits pas très sauvages, et puis petit à petit allonger la durée. Et puis une fois qu'on a fait ça, bah, se dire, bah, je vais partir dans des endroits de plus en plus sauvages. Donc c'est vraiment, voilà, à pas après pas, et surtout vraiment connaître son matériel et connaître son corps, connaître les limites de son corps, et du coup forcément pratiquer un sport d'endurance, c'est l'idéal. Soit le vélo, soit la natation, soit la course à pied. Mais plus que la marche, il faut vraiment avoir une base d'endurance et puis se renforcer au niveau musculaire, articulaire également. Alors, je vais faire une petite compile de différentes questions autour justement des problématiques physiques. Est-ce que tu as déjà rencontré donc durant tes voyages des problèmes d'entorse, etc. Et on va faire deux questions en un. Et comment tu fais pour te ravitailler? Alors, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai jamais eu d'entorse pendant mes voyages. Les seules entorses que j'ai eues, c'est quand je faisais la course à pied en entraînement intensif à cause d'un trottoir. Donc, comme quoi, c'est beaucoup plus dangereux en ville qu'en nature. Non, en fait, non, j'ai jamais eu d'entorse. Donc là-dessus, voilà, je touche du bois pourvu que ça dure. Et au niveau du ravitaillement, pour revenir au voyage que je viens de présenter dans les Andes, en fait, j'étudiais les cartes avant, donc je savais que à tel endroit, j'avais tant de jours approximativement qui me séparaient du prochain village où je savais
enfin, je savais en théorie qu'il y avait une sorte de petite supérette. Donc en gros, bah, je calculais nombre de kilomètres divisé par à peu près 20 kilomètres par jour, ça me donnait le nombre de jours. Et à partir de là, bah, voilà, si je savais que j'avais 5-6 jours en autonomie, je prenais toujours une journée de secours, hein, si jamais on est coincé ou si justement si jamais on se blesse. Donc si j'avais 6 jours de marche, je prenais 7 jours de nourriture. J'avais calculé à peu près, tout ça c'est accessible, vous allez sur mon site internet lindabortoletto.com. J'ai fait un article où j'ai mis exactement ce que je mangeais. Je sais 200 grammes de quinoa, 200 grammes de d'oléagineux, donc les noisettes, noix de cajou, noix de coco, tout ça, du sucre. Et puis après l'eau, alors l'eau c'est formidable hein, parce que dans les Andes, y compris dans la région des volcans, il y avait de l'eau partout. Je trouvais il y avait des rivières, il y avait des lacs, ou alors j'avais de la glace, donc je pouvais casser la glace. Et donc l'eau, c'est ce qui pèse le plus lourd. Hein, quand on marche 20-25 km par jour, on prend 3 litres, 2 litres d'eau par jour, donc ça fait 2 kilos en plus. Et là, je prenais juste 1 litre sur moi et je buvais directement, même sans filtre, l'eau de la rivière. Très bien. Alors, on va prendre une dernière question. En fait, la conférence est enregistrée, donc ce qu'on vous proposera, elle sera envoyée en fait à tous les participants. Et puis, vous pourrez contacter Linda directement sur son site web, ou si vous avez des questions, même contacter les UFE qui pourront transmettre à Linda les différentes questions. Alors, une dernière question, donc une question d'Odile. Vous êtes courageuse, optimiste, mais après votre agression, n'étiez-vous pas un peu inconsciente de repartir seule? Je dirais pas inconsciente parce que et ça c'est aussi ce que m'apporte la méditation. La méditation, le but c'est d'élever sa conscience, donc d'être conscient justement de ce qui est, d'être conscient des risques et puis de son intuition en fait. L'intuition c'est cette petite voix qui dit va là et ne va pas là et si on voit quelqu'un, il y a une petite lumière qui s'allume et qui nous dit attention danger. Sauf qu'en fait ça on l'apprend, enfin je peux vous le dire, mais on l'apprend que par l'expérience et c'est vrai qu'il y a des fois, bon bah comme ce qui m'est arrivé en Turquie, ben voilà, c'est arrivé, mais c'est la vie, c'est le principe de la vie. Cette agression, elle est arrivée bien sûr pendant un voyage en Turquie, mais je veux dire, il suffit de regarder les journaux, de regarder la télé. Il y a des agressions en France, il y a des agressions. On fait un footing dans la forêt, il y a malheureusement des femmes qui ne reviennent pas de ce footing. Et ça se passe en France, ça se passe pas en voyage, et ça se passe à 1 heure de chez soi. Donc finalement, ne sommes-nous tous pas inconscients, mais l'inconscience n'est-elle pas, voilà, qu'est-ce qu'elle est cette inconscience? Donc au contraire, en fait, j'ai aiguisé mon sens de l'intuition. Et en fait, ce voyage m'a permis de reprendre confiance parce que le voyage pour moi, c'est pas juste une parenthèse, c'est ma vie, c'est ce qui alimente mon énergie, c'est ce qui alimente mon feu intérieur, c'est ce qui fait que le matin j'ai envie de me lever, c'est ce qui fait que le matin j'ai envie de sourire aux gens qui m'entourent, à mes proches, de sourire à la vie. Le voyage, c'est, ouais, je le porte dans le sang, dans mon âme. Et donc, ne plus voyager, ça aurait été me tuer. Et là, pour le coup, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'aurait tué, mais c'est moi-même qui me tuais. Donc, pour moi, c'était très important de repartir. Et pour le coup, bah, j'avais conscience de ça. Et donc, bien sûr, ça n'a pas été facile. J'ai affronté mes propres peurs. Bien sûr, j'ai rencontré des personnes et j'ai eu peur pendant mon voyage. J'ai dû affronter cette peur et j'ai dû me réparer intérieurement. Mais derrière, une fois qu'on a dépassé ça, eh ben, on se rend compte à quel point la vie est puissante. Et quand bien même demain elle devrait s'arrêter, eh ben c'est que c'est ainsi. C'est comme ça, quoi. J'accepte aussi la fatalité et au moins je mourrai heureuse. Merci Linda, merci à tous. Merci à Zaptax, donc qui nous a permis en fait d'organiser cette conférence. Merci aux UFE de Suisse. Et donc vous enverrons en fait l'enregistrement de la conférence, le lien pour pouvoir consulter la conférence avec toutes les informations concernant l'UFE et notre partenaire. Merci, bonne soirée et à très vite. Bonne soirée, merci.